Le biscuit était bon tout à l'heure. La prima colazione. Toy Bohu, un podcast international. On écoute des albums de partout. Podcast gourmand. Des albums choucroute. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire au niveau Benelux et tout. Benelux. Je suis pas assez présent sur le Benelux. Toy Bohu, c'est le chaos originel. Est plaisant et fort expressif. Un vrai Toy Bohu. Il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toy Bohu, votre nouveau podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. Et pour cet épisode 2, je suis toujours accompagné d'une équipe de qualité, un peu la Justice League, la critique musicale. J'ai nommé par exemple Camille Debos. Salut Camille, ça va ? Ouais, ça va. Et toi ? Bah ouais, très bien. Mais aussi Marine Pellarin. Salut Marine, ça va ? Impec. Et je suis également accompagné d'Hugo Skimizi. Salut Hugo, ça va ? Eh ben, ça va bien, et toi Nathan ? Eh ben écoute, parfaitement bien. Quant à moi, je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 2 de Toy Bohu. C'est parti. Attends, fais voir le disque. Et on va commencer doucement en traversant la Manche pour aller du côté du Royaume-Uni et plus précisément à Édimbourg pour nous intéresser à Cocoa Sugar, le troisième album du trio Young Fathers, sorti le 9 mars 2018. Un album peu attendu de la part des fans, 3 ans après la sortie de White Man and Black Man 2 et 5 ans après Dead, qui leur avait valu un Mercury Prize. Rien que ça, Hugo, tu veux commencer à donner ton avis ? Mais carrément, Young Fathers, c'est un groupe que je découvrais, qui propose donc un album de 12 titres, 36 minutes, c'est assez court, ce qui est plutôt rare, cela dit, aujourd'hui. Un groupe donc de Édimbourg, des Écossais, ce qui est aussi assez original pour le style de musique qu'ils proposent. Et malheureusement, un album qui m'a pas plus épaté que ça, en fait. C'est un album qui navigue pas mal entre hip-hop et pas mal d'inspiration R&B, surtout au niveau de la voix. Et de manière générale, ça m'a pas super emballé, je dois avouer. D'accord. Camille ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas que les influences hip-hop et R&B. Je trouve qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y a des chansons qui faisaient vraiment chansons tribales. Il y avait des accents un peu mystiques, vraiment. Et alors, c'est ce qui m'a déconcerté à la première écoute, mais comme chacun de leurs albums précédents, en fait. C'est-à-dire que j'ai d'abord détesté, et après j'ai réécouté, et je me suis rendu compte que c'était maîtrisé et c'était bien dosé. Donc, contrairement à un autre album dont on parlera plus tard, je trouve que là, c'était maîtrisé. Ils voulaient pas trop en faire, ils se la pétaient pas. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu fait craquer, c'est que le chanteur a la même voix que le chanteur de Bloc Party. Donc voilà. Donc je sais pas trop quoi penser, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié. Voilà, le côté un peu religieux, un peu les cris, l'ambiance vraiment avec les influences africaines, tout ça. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très plaisant. D'accord. Et toi, Marie ? Je crois que je vois de quelle voix tu parles. Je m'étais fait une note là-dessus aussi. Donc, il y a effectivement un des chanteurs qui a une voix très grave, rappeuse, qui était super chouette. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié sur l'album. Mais à côté de ça, la totalité de l'album m'a pas vraiment fait accrocher. Le mélange des rythmes, c'était plus expérimental que vraiment réussi pour moi. J'ai pas trouvé ça très accessible en fait. Un peu comme Sonlux, non ? J'avais envie de placer Sonlux. Écoutez l'épisode 1. Donc voilà, j'ai pas été très convaincue. Effectivement, il y a des accents R&B qui m'ont un peu fait bloquer, un peu refroidi en fait, parce qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même un univers qui est intéressant. Il y a des arrangements qui peut-être poussés plus loin ou plus travaillés auraient pu donner une vraie atmosphère, un vrai univers, mais au final, j'ai trouvé ça assez fadasse en fait. J'ai trouvé ça assez plat. Il y a pas de montée, il y a pas d'intensité d'un titre par rapport à l'autre, et je sais pas, j'ai pas vraiment réussi à me mettre dans cet univers là. Voilà. Alors pourtant, moi, par exemple, le côté de l'album de 36 minutes, je trouve qu'en fait au début l'album partait avec je partais avec un bon a priori sur l'album, parce que j'ai tendance à préférer les albums quand c'est un peu plus court, parce que généralement on se dit que c'est un peu plus condensé, etc. Mais en fait là j'ai trouvé
que pendant à peu près la première partie de l'album, ça a resté très évasif, en fait, parce que les morceaux font 2 minutes 41, etc. pour les débuts, 3 minutes 15, et en fait, on dirait que les morceaux sont pas terminés. Je sais pas si ça Ouais, ça j'ai eu fait un ça petit peu aussi. cette En fait, sensation. on sent ce qu'ils ont voulu faire, on sent un peu le côté expérimental, comment dire, la variation au niveau des styles. Mais par exemple, See How, alors effectivement, qui ouvre l'album, le côté religieux, là on le ressent assez. J'ai trouvé ce que tu disais Camille, qu'il y a au niveau des chœurs, et, Oui, il y etc. avait un petit peu de gospel, c'était sympa, j'ai Voilà. trouvé ça intéressant. Et du donc ça, violon c'est, aussi, qui est assez inattendu. On a une nappe de violon qui vient enchaîner avec une instru qui est un peu intrigante. Enfin, moi je trouvais que ça portait pas mal, mais j'ai vraiment eu du mal au niveau des voix. Je trouve que les voix cassent beaucoup. Les tests qui sont faits, enfin, il y a des bonnes choses dans tout l'album, Mais il y a un Poetic Lover, on est d'accord, il y a un Il y Poetic a un peu ce Lover qui côté-là, s'est ouais. perdu là, je ne sais pas pourquoi. moi ça me faisait un peu penser à Justin Timberlake niveau voix, enfin du dernier album qu'on a également pas spécialement apprécié, mais je trouvais qu'on retrouvait un peu ça, et c'est ce qui m'a un peu bloqué dans l'écoute. Mais par exemple, j'avais trouvé que c'était à partir de Wow, qui est assez bas quand même, enfin qui débute en fait la deuxième partie de l'album, que ça a commencé un peu vraiment à prendre le rythme. La Et chanson là, en fait, fonctionne bien, bizarrement, c'est un morceau qui dure 4 minutes. Après, on est sur Border Girl, qui fait 4 minutes également. qui fait 4 minutes également. Et en fait, là, on a l'impression que là, les morceaux déjà respirent un peu plus, ils ont un peu mieux structuré leurs morceaux. Et même après, avec Holy Ghost, je trouve que ça marche bien avec j'ai je pense bien que je trouvais que le saxo, un peu un saxo qu'on maltraite, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais je trouvais que ça marchait très bien. Mais en fait, c'est des morceaux qui sont vers la fin de l'album, et au tout début, du coup, il y a quand même 1, 2, 3, il y a quand même 5 morceaux où c'est assez compliqué, en fait, parce que, ouais, un peu comme on a dit, Ah, on sent les idées, mais ils auraient pu vraiment aller plus loin. Moi déjà dès Tremolo je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Pour le coup il y a un petit côté Roi Lion en fait au niveau des percus, c'est vrai qu'on sent pas mal d'influence africaine. Enfin il faut dire que 2 des 3 musiciens viennent aussi de ce continent. Et il y a des effets de voix, il y a des bruits de vinyle qui ressentent, il y a un côté très mélancolique, je la trouve assez intéressante, quoique un peu trop répétitif pour encore avec ce côté orgue un peu religieux, etc. Donc on retrouve ce côté soul en fait qu'ils ont quand même beaucoup tout au long de l'album. Il y a voire un peu chamanique pour certaines chansons. Oui. Pour Wire et Toy qui sont d'ailleurs je trouve que les deux chansons se ressemblent, on a un peu l'impression que c'est la même. Enfin, je sais pas si ça vous a fait c'est vrai que Wire fait en plus 1 minute 40 donc elle passe très vite. Oui voilà, c'était ça aussi. Ouais, il y a un petit peu un écho de spiritualité quelquefois sur les chansons. Mais très en fait, on sent que c'est quelque chose de très solennel un peu dans cet album. On sent que quand ils ont composé les morceaux, je sais pas après dans quel état d'esprit ils étaient, mais on sent que limite ils étaient vraiment que entre eux, qu'il y avait quelque chose vraiment au niveau de l'émotion qui vous sentez vraiment. On sent que ce qu'ils disent en tout cas dans les paroles, dans les morceaux, c'est vraiment quelque chose qui les touche énormément. Donc ça c'est déjà très. Mais en fait par rapport à leur album précédent, où là en fait chaque morceau avait vraiment beaucoup de substance, etc. Là je trouve que c'est quand même un peu paresseux, même si ça pourrait peut-être un peu méchant, mais là en fait c'est bizarre à dire, surtout ce que j'ai dit au début, mais là si l'album limite aurait duré 10 minutes de plus, peut-être que ça aurait permis de voir un peu plus grand, mais là en fait c'est un peu un album minime par rapport à ce qu'ils ont sorti avant. Oui, on dirait que c'est pas abouti. Dommage. On dirait que qu'il n'est pas terminé en fait. C'est ça. En fait, je pense que ça aurait pu rester sur le même nombre de morceaux, je pense, mais des morceaux peut-être un peu plus longs, ou en tout cas avec pouvait se lâcher un peu plus. Parce que par exemple, si on peut parler des singles, In My View, je trouve que marche quand même très bien, comme single. Hugo, je te vois faire un peu Vous ne le voyez pas, mais il fait la gueule. Exactement. Non, mais c'est vrai que je l'ai trouvé très pop. Et c'est vrai que c'est pas forcément ma tasse de thé. Et il y a un petit côté un peu suranné. On dirait un son déjà très très vieux, très passéiste. Ce qui est intéressant, mais c'est honnêtement pas la chanson qui m'a le plus marqué. Enfin, comme on l'a dit, moi, c'est vraiment les morceaux qui sonnent beaucoup plus hip-hop, comme Toy. Holy Ghost aussi. Et Holy Ghost, effectivement, qui m'ont beaucoup plus accroché. C'est plus dans l'esprit de ce qu'ils avaient fait avant. Holy Ghost, je crois que c'est celle qui ressemble le plus. Ouais. Et moi, j'ai pas entendu d'album 2 avant. Enfin, je les ai découverts avec cet album-là. Est-ce que il y a toujours eu ce côté un petit peu R&B 90 parce que... Moins.
C'était beaucoup plus moi. hip-hop. Enfin, je pense C'était même voire un peu plus dur en fait. C'était plus brut, quoi. Et voilà, il y avait vraiment quelque chose de, on casse un peu les codes. En fait, on prend des influences un peu partout, on casse les codes, tout en gardant un peu quand même la substance, mais il y avait quand même un peu une volonté de, d'être un peu plus dur, mais etc. moins kitsch, quoi. Ouais, là, c'est ça. En fait, le côté R&B, là, c'est exactement le mot que je cherchais, et ça donne un côté kitsch. Ça casse un peu ce qu'ils essayent de faire, je trouve. Mais en plus, en fait, je sais pas si c'est juste eux qui ont voulu un peu changer de direction, ou s'ils ont voulu être un peu plus mainstream entre énormes guillemets. Ah oui, parce que là. Parce que, en fait, je sais pas, j'arrive pas à trop dire. Pourtant, quand on voit le groupe un peu. Quand on suit un peu le groupe sur la discographie, je pense pas que ça serait forcément une de leurs intentions premières. Mais là, je sais pas si c'est un changement de direction, si effectivement ils étaient un truc un peu plus religieux, un peu plus de, ils ont voulu tenter quelque chose d'un peu plus d'intimiste. Mais ouais, c'est pourtant Toy est quand même enfin pour moi, In My View et Toy, qui était donc le deuxième single, je crois, ou le premier à sortir, Toy marche quand même très bien, je trouvais. Je sais pas si Toy est très bien. Toy est très bien. Hein. Et surtout qui reste beaucoup en tête au niveau mais en fait et c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup on sent que un peu les deux titres là sont vraiment singles, on voit pourquoi ils les ont choisis et que à côté les autres morceaux font pas forcément le poids par rapport au reste de la tracklisting. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Je sais pas si c'est très bien. De toute façon voilà. Non, mais... Tu as raison, Nathan. Je crois qu'on n'a pas aimé, on n'a plus rien à en dire, du coup, c'est triste. Non, mais c'est ça. C'est en fait, malheureusement, alors que c'est un album que j'attendais quand même beaucoup, parce que finalement, quand on écoutait deux autres albums, c'est un groupe très intéressant, qui justement avait ce côté de casser les codes, donc qui t'invite quand même à attendre leur nouvelle sortie avec impatience. Mais là, du coup, c'est un peu... Tu voudrais dire que c'est ta troisième déception en 3 épisodes, Nathan? Tout à fait. Oh non, Nathan, il faut que tu choisisses d'autres albums. Non, on va dire que celle-là, c'est un peu vraiment ma première, et les autres, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais bon. Ne remuons pas le... Nous avons un MC masochiste, allez, je pense. vivement l'épisode 3. C'est ça, vivement. Bon, je pense qu'on a bien tout dit sur cet album des Young Fathers, et pour notre second disque, nous allons partir encore plus loin, du côté des États-Unis, notamment en Virginie, pour nous intéresser à Historians, le second album de la chanteuse-compositrice Lucy Dacus, sorti le 2 mars 2018. Freeze frame tied away in the passenger side. I'm still a nervous kid after all this time. Un album qui m'a fortement rappelé Angel Olsen d'ailleurs, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais Marine, je vais te laisser la parole, puisque c'est toi qui as décidé de parler de cet album. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai eu moins de malchance que toi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, que j'avais choisi du coup. Donc je l'avais choisi un petit peu par hasard au début, j'avais juste entendu Addictions, qui était donc le single qui était sorti en premier, je crois, sur l'album. Écoute, j'ai trouvé que cet album il était vraiment très bien. Je le trouve solide, je le trouve intemporel et très beau de manière générale. Donc Lucy Dacus, elle est parolière déjà avant tout. Donc ses textes sont particulièrement bien travaillés. J'encourage vraiment à écouter les paroles de ses chansons. Dans le cas présent, c'est vraiment la moitié du plaisir de l'écoute. Donc sa voix, vous l'avez entendu, elle ne gâche rien. Son chant est très maîtrisé. C'est quelque chose entre Cat Power et Florence and the Machine. C'est vraiment profond, un peu mélancolique. De temps en temps, elle a vraiment de belles envolées sur les chansons. Musicalement, pour moi, il y a vraiment rien à redire. La prod, elle est propre. On a du piano, de la guitare folk, de la batterie. Il y a quelques passages qui sont très rock, où il y a même des petits solos assez inattendus et sympas. Où d'ailleurs sa voix recoupe bien la musique, parce qu'elle a une voix qui est assez rock, qui fonctionne bien avec les arrangements rock. Donc moi, j'ai passé un très bon moment à écouter cet album. Pour le moment, d'ailleurs, c'est mon favori de 2018. J'ai l'impression que c'est vraiment le type d'album que tu peux mettre en fond sonore comme ça pour l'écouter vite fait, autant que prendre un moment pour l'écouter vraiment et faire que ça. Tu veux dire pas du tout comme Sonlux? Pas du tout comme Sonlux. On va arrêter avec ce bruit. On va arrêter avec Sonlux, c'est vache beaucoup trop. Il me reste juste à placer Samina Seri, après c'est ok pour moi. C'est ça. Tu viens de le faire, c'est bon, c'est fini. Et Hugo, tu l'ouvres beaucoup, mais ton avis sur cet album? En fait, c'est marrant, je relisais mes notes et le mot que j'ai écrit le plus souvent, c'est sympa.
Alors, non, c'est c'est aussi triste. positif que négatif, mais c'est vraiment ce que j'en ai pensé. Je trouve ça sympa. Ça m'a pas super marqué. J'ai pas de gros coup de cœur, mais j'ai pas détesté. C'est sympa. Voilà. Camille, s'il te plaît. Des coups de couteau Ouais. dans mon ventre. Bah alors, je suis vraiment désolée, Marine, mais moi j'ai trouvé ça hyper chiant. Oh, En fait, encore des coups de couteau dans moi, mon je dos, trouve c'est que- Ouais, vrai. c'était bien, sympa. Je trouve que c'est une Regina Spektor molle du slip et que non mais voilà, alors, elle fait des balades pop sympas. Headshot. Et mais ça se réveille jamais vraiment, je trouve que ça sort jamais des sentiers battus. Y a pas de fausses notes, comme tu dis, les mélodies sont bien, machin, mais on s'emmerde quoi. Et d'ailleurs, j'ai souvent zappé la fin des chansons parce que voilà, j'ai essayé, j'attendais quelque chose qui venait pas quoi, voilà. C'est Je rare. crois que Nathan est en train de manger son micro. C'est rare parce qu'on a vraiment deux teams là. J'ai l'impression parce que vous ne le voyez pas, mais Nathan est en train de s'arracher les cheveux. Je suis à 2 doigts de quitter ce plateau. Bah, moi, je trouve qu'on est vraiment entre deux styles parce que c'est ni vraiment posé ni vraiment passionné, donc il y a un truc un peu, ouais voilà, qui me satisfait pas, j'arrivais pas à la placer et en fait, quand j'écoutais, j'imaginais une scène de comédie romantique à l'américaine, un truc oubliable où les gens dans l'inferno, et je trouve que ça va exactement. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça chiant. Ça t'a pas touché. Ça m'a pas touché. C'est le moins qu'on puisse dire. Nathan Marine, a été touché, je crois. J'arrive à la rescousse. Ah non, moi, c'est dès la première écoute, j'ai adoré cet album. Vraiment, c'est... je trouve qu'en plus, là, le Sydacus arrive dans un moment où, en plus, il y a pas mal d'artistes féminines un peu dans le même genre qui arrivent. Comme Soccer Mommy, comme Phoebe Bridgers, Japanese Breakfast, pardon. Oui, enfin, si t'as vendu des noms de groupe aussi. C'est ça, non, ça existe vraiment, c'est super bien en plus. Et, Leur du coup, Viviane et en fait, ce que j'ai adoré sur cet album, c'est qu'en fait, c'est l'évolution des morceaux. Je sais pas si t'as ressenti ça, Marine. Je C'est que hoche la tête. des fois, ça va commencer un peu doucement et qu'à la fin, on va se retrouver avec un fracas de guitare électrique, avec une chanson vraiment rock. Et des fois, on sait pas, il y a presque tous les morceaux, on sait pas jusqu'où ils vont nous emmener, en fait, jusqu'à la fin, et, par exemple, me dites pas que vous avez pas été touché par Night Shift, quand même. Ah bah non. C'est une chanson de rupture, mais fantastique. Elle est magnifique. Elle est superbe. La métaphore est super belle. En plus, j'ai pas les paroles exactes, mais en gros, elle lui dit, tu travailles de 9h à 5h, et ben moi je vais prendre le service de nuit pour pas avoir à te croiser en fait. Et il y a plein de métaphores comme ça en fait dans ces paroles, et c'est toujours très réaliste, très terre à terre, et en même temps c'est poétique, c'est beau quoi. Et puis, moi j'ai trouvé, parce qu'au début, la première fois que j'ai écouté, je m'étais pas forcément intéressé aux paroles, j'avais pas été voir de quoi parler le morceau, mais en fait, j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose de rupture ou qu'il y avait quelque chose qui l'a tracassé, parce que ça fonctionne dans au le niveau chant, musical, l'émotion qu'elle arrive à mettre dans le morceau, je me suis dit, en fait, tu ressens tout de suite, même si t'écoutes un peu d'une oreille un peu détachée, tu te dis non, là elle est vraiment en train de nous dire quelque chose qui l'a vraiment touché, vraiment quelque chose de personnel. Et Night Shift, non, c'est pour ouvrir l'album en plus. C'est un morceau donc de 6 minutes 31, il est magnifique ce morceau. Et je vois Hugo qui reste complètement Si, c'est sympa. stoïque. Non, après je dis pas que tout est acheté moi dans l'album, hein. C'est juste que en fait je trouve qu'il y a beaucoup de ballades qui sont très communes en fait, qui sont très mid-tempo et où comme disait Camille, on les retient pas. Il y en a même deux qui s'enchaînent, c'est Body to Flame qui est suivi de Time Fighter, donc c'est 3 minutes, 5 minutes 48, et pour moi c'est juste une grosse balade de 8 minutes. J'ai juste l'impression qu'on était passé de l'une à l'autre, et je me suis surpris à un moment à repasser sur l'album et à me dire tiens, en fait on a changé de balade. Mais non, Night Shift est très bien, il y a des choses qui sont très bien, effectivement, en termes d'ambiance, elle a cette capacité à passer sur de quelque chose qui est assez calme, d'envoyer un crescendo avec de la guitare, un niveau composition, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais je trouve que ça manque encore de maturité et ça manque d'originalité par rapport à d'autres artistes comme par exemple une Agnès Sobel, où on a carrément un univers qui se détache, où il y a quelque chose qui se crée. Là pour moi après c'est que son deuxième album aussi, mais ça reste encore c'est très personnel. Après, les chansons parlent de je suis d'accord avec lui, et en même temps pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Très bien, merci François Béraud. Non mais attends, c'est la Normandie qui parle. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand tu dis
quand tu dis que c'est, enfin, ça n'a pas d'identité, etc. Moi, c'est ce que j'ai vu comme étant un petit peu intemporel, parce que je trouve que c'est très efficace. Quand tu écoutes l'album, en fait, tu peux pas dire en quelle année il est sorti. Il aurait aussi bien pu sortir à la fin des années 90. En fait, c'est pour ça que je te dis qu'il est Moi, mon intemporel. problème, c'est pas de savoir quand est-ce qu'il est sorti, c'est de savoir qui l'a fait. Et là, honnêtement, j'ai aucune idée de qui a fait cet album. Ah, je sais pas. Pour moi, c'est déjà un classique, en fait. Pour moi, c'est ça qui m'a fait. En tout cas, pour moi, un des grands albums de 2018, je pense. Efficace. En tout cas, dans le style là. Nous verrons. Mais par exemple, rien qu'au niveau de la voix, On peut pas écouter que des trucs inécoutables, hein, dans Toy Boy. au niveau de la voix, enfin, t'arrives assez Elle a bien une voix dingue. à l'identifier quand même. Un mélange un peu voix grave, mais voix quand même assez très touchante, assez chaleureuse. Mais ouais, après je vois ce qu'il veut dire. Enfin, c'est pas extrême comme musique. Ouais, Enfin, c'est pas, elle a Non, pas. sans être extrême, une Agnès Rebel ou une Émilie Simon, je reconnais sa voix directement, voilà. je reconnais son univers directement. Après, c'est pas forcément le même style. Ah bah peu importe le style, pour moi un groupe va me marquer si j'arrive à m'en souvenir derrière. Aujourd'hui, Lucidacus, c'était cool, c'était sympa, je réécouterai avec plaisir l'album, mais il m'en reste rien. C'est-à-dire, je l'ai refermé comme on lit un magazine et puis qu'on le repose sur une table et puis on se dit bon bah voilà, c'était cool, ça c'est un bon moment. Ah là là. Bah c'est bien, on a réussi à avoir un album qui clive, parce que d'habitude on est quand même relativement d'accord. C'est vrai, tout à fait. Bravo Marine, bon choix. Non, mais ça me fait mal que vous disiez ça, parce que j'ai... Oh. Désolé, on fait des cœurs avec les doigts quand même parce que Bah oui, c'est ça. Je sais pas si Marine t'avait quelque chose à rajouter. Non, mais on ira écouter l'album tous les deux en buvant du thé et en pleurant parce que c'est triste, ça marche. C'est ça, pas de soucis. ça fait rêver. Camille, pareil, tu as des choses à rajouter? Non, moi, tout est dit. Elle voudrait brûler ce CD. Ah bah. Oh non. Quand même pas. Laisse-moi. On a bien parlé de Lucidacus, et il est temps de parler de notre troisième album, et pour cela, on va rester aux États-Unis en allant du côté de Détroit, puisqu'on va parler de Boarding House Witch, le troisième album de Jack White sorti le 23 mars 2018. Et autant dire que ce disque était une des sorties les plus attendues de l'année, et pour s'attaquer à ce gros morceau, je pense qu'à 4, on ne sera pas de trop pour donner notre avis dessus, tellement cet album semble différent de tout ce que White a pu sortir par le passé, rien que par rapport à Lazaretto, par exemple, sorti 4 ans plus tôt. Mais Camille, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé, puisque c'était ton choix d'album. Ouais, alors, on risque de passer pour la relou du podcast. Je trouve que le mec a complètement pété les plombs en fait, donc j'ai pas du tout compris. Alors déjà la pochette, elle est dégueulasse. Allez voir, c'est un espèce de bleu avec un portrait comme ça fait très, je sais pas, années 80, esthétique un peu à la Etienne Dao. Enfin, je suis très fan de Dao, bref. Mais je sais pas trop comment. Ça m'a fait tiquer aussi, c'était très bizarre la ouais, pochette. non mais alors j'ai pas compris. Et alors en fait, je sais même pas par où commencer en fait. Alors la première chanson, donc c'est Connected by Love. Donc on a de l'orgue, du gospel, de l'électro, donc des synthés, de la mélodie. Enfin, on sait pas où on est, on sait pas où on va. Ça sonne comme un bouquet final. Ça sonne vraiment comme une chanson de fin au niveau des refrains. Je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, on est déjà écœuré complètement quoi. Donc non mais c'est vrai. Il y a des sons de Game Boy aussi et de console pendant tout l'album. Et en fait, voilà, c'est un gâteau à la crème quoi. Je trouve que le mec, c'est des expérimentations qu'il a poussées à l'extrême. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était une cacophonie à faire passer Sonlux pour les poppies, quoi. Littéralement. C'est donc le maître mot de cet épisode. Ouais, voilà, c'est ça. Tant de violence. Bah non, mais j'ai vraiment pas compris, quoi. Parce que il est très très bon guitariste, c'est un très bon musicien, il y a plus de doute là-dessus, il a déjà fait ses preuves. Mais là, en fait, soit il a vraiment pété les plombs, soit il veut nous faire croire qu'il a pété les plombs et il se crée un personnage et tout ça. Et voilà, il y a vraiment des chansons qui sont à la limite de l'écoutable, quoi. Par exemple, il y a la chanson où il scande Who's With Me. Voilà, c'est Corporation, c'est ça. Donc il y a un chant, ça fait faussement patriotique, les révolutionnaires, machin. Donc c'est un espèce d'appel à la rébellion, sauf que en fait ça sent le patchouli et les costumes en velours. Enfin, on n'y croit pas une seconde, quoi. Voilà, on imagine le mec avec son petit porte-cigarette, il fait Who's With Me,
machin. Enfin, et je sais pas, il y a des espèces de bruits de sirènes de police. Enfin, c'est horrible, quoi. Des bruits qu'il fait à la bouche ou, je sais pas, au casou. Enfin, j'en sais rien. Je trouve ça insupportable, quoi. Voilà. Donc, en fait, j'ai mis plusieurs fois les mots odieux, insupportable, pompeux, incompréhensible. Ouais, à côté sympa, ça passe bien pour un album. Voilà, et ouais, voilà. Après, j'ai plus détaillé pour chaque chanson, mais ça, on verra peut-être au fur et à mesure. D'accord. Hugo, Ouais, dites-moi. est-ce que tu reprends un peu de tarte à la crème ou pas ou non? Ouais, moi je reveux bien une part en fait. J'ai beaucoup de choses à en dire. C'est vrai que l'album est assez inégal, je trouve. Il y a énormément d'influences, mais j'ai trouvé ça grosso merdo assez intéressant. Il y a des bonnes choses, il y en a des carrément catastrophiques. Mais j'ai trouvé ça assez osé de la part de Jack White, quoique effectivement un peu trop barré parfois, et on se dit vraiment où est-ce qu'il est parti. Mais je trouve qu'il y a quand même cet aspect un peu blues qui lui tient à cœur, qui reste un peu en filigrane. Enfin, on sent que le gars a aussi son label à côté, le Third Man, donc pour pas le nommer, et qu'il enregistre. Enfin, il a enregistré beaucoup de stars du blues, et il continue à le faire. Et moi, je trouvais que ça ressortait quand même de manière assez régulière dans les morceaux. Bien que sur certains, effectivement, il est parti trop loin. D'accord. Marie? Alors, moi, je suis quand même dans une situation un peu particulière parce que je sais que c'est une lacune énorme, mais je connais juste Jack White de nom et je connais juste Jack White à cause des White Stripes. Voilà, j'avais jamais écouté quoi que ce soit de Jack White en fait. Donc pour moi, c'était juste une découverte en fait. Donc j'avais pas d'attente, je sais pas ce qu'il faisait avant. C'est intéressant justement aussi. Ouais, mais là du coup, j'y vais en mode complet noob que je connaissais pas, c'est la découverte. Et ben j'ai beaucoup aimé en fait. Désolée. Encore un album qui vend, c'est génial. En fait, je m'attendais à rien de spécial. J'avais pas d'attente. Je savais pas du tout ce que j'allais écouter et j'ai l'impression d'être tombée sur de la musique qui effectivement était très épique, qui partait un peu dans tous les sens. Limite des fois, ça me faisait penser à du Queen en fait dans les mélanges de genres. Voilà, j'ai trouvé ça très créatif. J'ai bien aimé toutes les petites références rétro. À un moment il y a de l'orgue, pas mal de piano en fait, que ça j'ai trouvé que c'était l'omniprésence du piano, j'ai trouvé ça assez agréable sur tout l'album. Il a essayé de l'imposer même sur des pistes qui étaient très modernes. Là je pense à Ice Station Zebra où il rappe et il y a du piano quand même derrière et en fait je trouvais que ça servait de fil rouge un petit peu, c'était pas mal. Du coup en fait j'ai trouvé ça effectivement très bordélique, mais contrairement à Young Fathers, c'est pour te dire à quel point Young Fathers ça m'a marqué, hein. J'ai déjà oublié le nom. Mais par rapport à Young Fathers, tu vois, je trouve que l'ensemble est cohérent. J'ai trouvé que voilà, cet album-là, Boarding House Rich, il avait une identité qui arrivait à se dessiner et c'était cohérent. Et pour moi, c'est un album qui est mémorable que j'ai envie de réécouter. Et il y a voilà un vrai univers. Ça, pour le coup, effectivement, contrairement à Lucidacus, si j'entends un petit peu une piste comme ça, je saurais que c'est Jack White qui fait n'importe quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et oui, et Marine, j'ai envie de te faire un high five parce que j'ai adoré cet album aussi. Et moi, en fait, j'avais écouté, par exemple, Lazaretto, qui est son album précédent qui est sorti. J'avais aimé, mais sans plus, ça m'était un peu passé au-dessus, même si je trouvais que, pareil, c'est un très bon musicien, forcément, c'était maîtrisé, etc. Mais en fait, Jack White, pour moi, quand même si j'aime bien le mec, il avait quand même un peu toujours l'image, justement, du musicien, un peu, justement, attaché aux racines blues, aux racines rock, et qui, finalement, restait un peu dans sa zone de sûreté, au niveau du rock, un peu en façon, dernier gardien du temple, un peu du style, au milieu de tous ces groupes qui font un peu rock, électro, etc. Et en fait, le fait que sur Boarding House Rich, il ait décidé d'aller complètement à l'inverse de ce qu'on attendait, en fait, parce que de ce que moi j'attendais à ce qu'il nous sorte pas un album, voilà, un bon vieux album de rock, comme du bon vieux musicien qu'il est, etc. Mais là, le fait qu'il décidait de se lâcher complètement, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et du coup j'ai mis mes a priori complètement de côté et je suis rentré, j'ai plongé à fond dans cet album que j'ai adoré parce que tout ce qu'il tente, en fait, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Hugo ? Après, il faut savoir qu'entre-temps, il a découvert Pro Tools, qui s'est mis à composer, qu'il a notamment bossé sur Lemonade de Beyoncé, et il a bossé avec Tribe Called Quest. Donc, il s'est un peu plus rapproché de tout cet univers R&B hip-hop. Et c'est vrai que, comme tu le dis, je trouve qu'on le sent dans certaines de ses chansons, notamment Marine le disait, il y a un moment, il rappe.
Et on sent qu'il avait aussi envie un peu de s'amuser, de découvrir. Alors c'est assez rigolo parce que la première partie, ses premières maquettes, il les a enregistrées en gros tout seul dans son appart avec son matos qu'il avait acheté dans les années 90, où il a un peu fait cette espèce de retour aux sources, puis après il s'est foutu sur un ordi avec Pro Tools, puis c'était parti, et il a rajouté des tas de trucs, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas il a rajouté plein de choses. Alors attends, parce que Camille, tu faisais... Moi, je me demandais ce que c'était que Pro Tools en fait. C'est un logiciel de MAO, donc pour créer de la musique par ordinateur, où tu vas pouvoir rajouter en fait des samples, Ok. d'autres instruments, etc. Ce qui te permet d'enrichir aussi ce que tu fais par rapport à juste un enregistrement en live en fait via un magnéto. C'est le logiciel papa de Fruity Loops un peu. C'est ça. D'accord. Marine, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, je me demandais si c'était lui qui avait fait la prod du coup, donc oui, j'imagine que c'est que lui qui a fait la prod. Il me semble. Oui. Ok, c'est intéressant de savoir. Mais ouais, du coup, le côté... parce que effectivement, tu disais qu'il avait travaillé donc effectivement avec Beyoncé, Tribe Quest et tout ça, mais après, ça pouvait genre être les essais qu'il fait dans son coin, et après il se dit, non, pour moi, je vais rester vraiment dans ses racines très blues, oui, c'est vrai qu'il aurait pu aussi faire ça. Et après, par exemple, le morceau qui ressemble un peu plus au Jack White, tel qu'on le connaît, entre guillemets, je pense que c'était What's Done is Done, avec Esther Rose, qui est l'avant-dernier morceau de l'album, où là on est carrément un peu sur un truc vraiment blues, un peu country, très etc. blues, je trouve, et très déjà entendu, bizarrement, en fait. Du coup, comme en fait c'est le morceau qui, je trouve, lui ressemble un peu plus, en tout cas de ce qu'il faisait avant, effectivement, avec tout le reste des morceaux, Ça fait tâche. ça... Pas forcément Non, tâche, parce que je trouve quand même que le duo marche plus bien, habituel. etc. Mais c'est sûr qu'à côté d'un Connected by Love ou d'un Corporation, c'est sûr que ça fait ça. Il y a un peu un changement de style un peu bizarre. Mais par exemple, je me suis noté sur le morceau, il a réussi à faire ce que Justin Timberlake n'a pas réussi à faire sur un album. Parce que Pauvre Justine, ouais. certes, c'est un morceau un peu country, un peu blues, etc., un peu folk, mais il y a un peu derrière, un peu quand même un côté un peu électro, enfin une petite basse, petits arrangements, ce que en fait Justin avait essayé de faire sur tout son album, mais qui n'a pas du tout. Après, il y a d'autres morceaux, je trouve qu'il a réussi à rater de la même manière que Gorillaz a raté son album. Par exemple, sur Hyper Misophoniac, je trouve qu'il mélange trop de choses. Il y a des sons électro, il y a des espèces de vieux chœurs hip-hop façon Cypress Hill, le public et le mix sont un peu datés. Il y a un petit côté voix traficote de très Gorillaz en fait, et là là c'est trop quoi. Il y a un autre morceau aussi où il est parti dans des sons très Daft Punk sur Get in the Mineshaft, rien à voir avec la Mineshaft pour le coup, mais je trouvais qu'il y avait limite un jeu de mots en fait. Je me suis posé la question, je me suis dit tiens peut-être que Jack White fait des blagues là-dessus, mais là au niveau du son il y a beaucoup de vocodeurs, il y a des effets de voix à fond, enfin celle-là moi j'aurais vraiment enlevé de l'album, elle est trop quoi. Autant il y a des choses qui partent loin et je trouve ça intéressant, autant celle-là par exemple. Parce que par exemple, à un moment, Camille, tu parlais de Corporation. Moi j'ai adoré un moment quand il parle dans les... je parle de saturé, mais dans les ouh, et du coup c'est très aigu. En fait, je sais pas si c'est sa voix ou si c'est effectivement un instrument qu'il a essayé à faire, mais tu sens qu'il crie, enfin qu'il se lâche complètement. Et je trouve que ça marchait. Là, les expérimentations là qui peuvent paraître un peu justement trop expérimentales, je trouve que ça marchait quand même très bien. Alors moi c'est marrant, je trouvais pas ça trop dans celle-là, je trouvais ça hyper intéressant et je le rapprocherais presque de notre bon vieil artiste français Nanar Lavillier. Qui fait beaucoup ça en fait, il travaille le rock depuis 30 ans et quelques, et il a toujours eu cette capacité un peu à se renouveler et à apporter d'autres choses dans son son, et c'est vrai que sur Corporation on a un son qui pour moi se rapproche un peu de Franz Ferdinand, mais dans lequel il a rajouté un peu de jazz. Il y a une instru à un moment presque tribal qui est très groovy, et puis d'un coup on passe sur un truc très Rage Against the Machine en fait, qui devient complètement psychédélique, complètement barré, et là pour le coup la chanson fait plus de 5 minutes et on a vraiment toute la possibilité de parcourir tout ce qu'il en est proposé. Ça mériterait un extrait d'ailleurs. Yeah, I'm thinking about starting a corporation. Mais c'est vrai que par exemple, si on reparle encore du morceau Corporation, on entend des tam-tams, en tout cas beaucoup qui font un peu au niveau des percussions, et ça parcourt un peu tout l'album, et ça rajoute encore je trouve que ça marchait vraiment très bien. Moi, je trouve qu'on s'y perd. Après, j'avais entendu que sur certains albums, il y avait carrément 4 batteurs.
Ah ouais. 4 batteries, Ça, voilà. c'est Slipknot, ça, hein. Non, mais ouais, c'est dingue. Enfin, en fait, quand on le sait, je trouve qu'on l'entend et ça contribue à créer une accumulation. Ouais. Oui. Voilà. Bon. Mais en tout cas, non, mais c'est intéressant parce que effectivement, et je crois qu'on l'a un peu tous dit tous les quatre, c'est que c'est un peu le bordel quand même l'album. Enfin, en fait, c'est un album qui nous chahute un peu. C'est l'album que dès la première écoute, on va... C'est ça, un petit peu. Non, mais c'est un album qui, du coup, va un peu nous maltraiter dans la façon dont on va l'écouter. Effectivement, il y a des trucs qui... Moi, par exemple, le morceau Connected by Love, j'ai détesté ce morceau à la première écoute. Pareil. Parce que il y a un son électro chelou, et donc, du coup, on fait que c'est les premières secondes, tu dis, oula! Jack White, donc quoi tu nous embarques, mais justement ce côté on a un peu maltraité, etc., et un peu le Toy Boy finalement sur cet album. Je trouvais que c'était quand même très bien fait. Je pense qu'il mérite d'être écouté avec attention, parce que je me souviens, la première fois que je l'ai entendu, c'est pas moi qui l'écoutais, j'ai juste entendu quelqu'un qui l'écoutait à la pièce d'à côté. J'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça hyper désagréable, et après quand je l'ai écouté vraiment en prenant le temps, c'est là que je me suis dit ouais, ok, il est pas mal. D'ailleurs, fun fact, pour dire qu'il chope vraiment des influences partout, je sais pas si vous avez fait gaffe à la dernière piste qui s'appelle Humoresque. Il ressemble un petit peu à une berceuse au piano. Qui serait du classique par hasard? Qui serait du Dvorak même, monsieur, qui aime bien Dvorak. Et donc du coup, il a juste placé du texte, enfin du chant, semi-chant par-dessus. Et donc voilà, ça contribue au bordel, j'avoue, parce qu'il y a vraiment des influences mais là, tout et n'importe quoi. Comme tu le dis, on est vraiment dans la fun fact, il faut le savoir, et il faut le repérer. Mais... Je trouve que c'est juste de la mégalomanie, quoi. À ce stade, tu t'appropries tous les styles, tu veux tout mettre, en fait. Le mec, il a voulu tout mettre, tous les styles. Alors, je maîtrise tout, je suis partout. Mais il faut pas oublier qu'il était tapissier de formation, Jack White. C'est aussi une fun fact qui ne sert à rien dans Ça l'album. suffit, les fun facts. Ça me faisait plaisir. Non, on avait chacun une fun fact à placer, c'est pour ça. Exactement. Mais je sais pas si vous avez vu le film Phantom of the Paradise. Ouais. Et ben, je trouve que ça pourrait complètement être dans la bande-son. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que je parlais de Queen, en fait. Il y a un côté un peu J'avais délirant. noté aussi que sa voix ressemblait à celle de Freddie Mercury, mais moi je trouvais que justement des fois ça mettait limite mal à l'aise parce que c'était presque de l'imitation. Je trouvais que même au niveau des trémolos, de la façon de faire trembler sa voix, je trouve que c'était... Voilà, enfin moi ça me mettait vraiment mal à l'aise parce que ça faisait trop... je m'approprie aussi le personnage, quoi. Donc voilà. Un malade mégalomaniaque. Mais c'est intéressant ce que tu disais, ce côté un peu mégalo, parce que je pense que c'est ce que Pitchfork, par exemple, je crois que Pitchfork a descendu l'album, il me semble, et ce que d'autres sites ont fait, et effectivement la mégalomanie c'est un des trucs qui ressortait le plus. J'ai pas lu beaucoup de critiques, mais j'ai vu que ça avait été assez mitigé. C'est des gens qui ont adoré et d'autres ouais. qui ont détesté. Et... C'est complètement mitigé. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Non, mais c'est ça, tout à fait. Joli. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit dans l'intro qu'on ne serait pas trop de 4 à en parler, parce que je pense que là, on a même 4 façons de voir l'album et de l'avoir ressenti. Est-ce qu'on parle quand même de Over and Over and Over, qui est fantastique, qui est incroyable. Et justement, là, il se prend pour Queen, quoi. Enfin, Freddie, pour... voilà, quoi. Ah, moi je voyais un beau mélange entre du Aretha Franklin niveau voix et de la gratte et de la voix très Tom Morello, en fait, très Rage Against, encore une fois. Et je trouvais ça effectivement hyper intéressant. On a des chœurs qui sont très rhythm and blues, mais à côté de ça, on a une rythmique qui est hyper rock, qui est simple, qui reprend la ligne de voix, mais qui du coup en fait quelque chose d'archi efficace, enfin comme il sait le faire, comme il a fait avec Seven Nation Army en fait. Et ouais, je suis d'accord, celle-là marche hyper bien. En plus, il y en a un temps 3:36, enfin c'est... Ah, c'est le tube instantané, et que... Pour moi, un des meilleurs morceaux de l'année, clairement, c'est que t'as juste envie de te mettre à fond. Non, mais c'est le. Ah, on sent l'expérience du restaurateur de mobilier d'origine. Enfin, tout à fait. Eh ben, vous l'avez compris, cet album de Jack White n'est pas assez, n'est pas si simple à accepter, à entendre, etc. Mais croyez-nous, ça en vaut la peine. Et il est temps maintenant de passer au 4e et dernier album de cet épisode 2. Et on va être un peu chauvin, en laissant pour la fin le disque du seul groupe français de la liste, à savoir Centaure Désir de J.C. Satan, sorti le 3 mars 2018.
Mais comme on dit, on laisse le meilleur pour la fin. Et personnellement, je trouve que c'est totalement le cas ici, tellement je n'arrive plus à me passer de cet album. Et on va voir tout de suite si mes partenaires en pensent la même chose. Et Hugo, je vais te laisser nous donner ton avis. Oui, alors comme tu le disais, un groupe français, alors c'est rigolo, moi je le savais pas avant de l'écouter, voilà, bonjour ignorance, et je m'étais dit tiens, je change un peu de ma ligne, d'habitude je parle de groupe français, en tout cas sur ces 2 premiers épisodes, et ben manque de bol, la liste continue, enfin manque de bol non, puisque finalement moi j'ai particulièrement apprécié cet album de Jean-Claude Satan, qui n'a jamais d'ailleurs avoué avoir utilisé JC pour Jésus-Christ, comme il le révèle dans une interview. À part cette fun fact qui est également aussi inutile que ce que je viens de dire jusqu'ici, c'est donc leur 5e album. Ils sont actuellement en tournée dans toute la France. Si jamais vous entendez ce message et que vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est un groupe qui a été fondé en 2010, qui vient de Bordeaux, et c'est un album qui est assez compact finalement, même s'il fait 40 minutes. On s'en prend plein la gueule clairement, mais dans le bon sens du terme. Il y a de très très bonnes choses, il y a plein d'influences différentes, ça passe très vite et on a juste une envie effectivement, c'est de le réécouter. Tout à fait. Marie ? J'aime bien, c'est bien. Ah. Non, j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, je connaissais pas le groupe non plus. Je suis un peu triste de les avoir ratés parce qu'ils sont passés en concert pas loin. J'y étais pas. Et donc, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que ça sonne assez old school. Ça faisait un moment que j'avais plus entendu un album de rock récent qui me plaise et qui soit pas anglais. Voilà, il y avait des accents stoner qui étaient très efficaces. J'avais particulièrement aimé donc la guitare qui était guitare bien lourde et puis les chœurs qui fonctionnent bien et qui apportent ce petit côté rétro. La voix de la chanteuse est super cool, je trouve. C'est sexy, c'est androgyne, c'est un peu planant, piégé comme ça par moments. Ça m'a fait même penser à du Led Zepp des fois. J'étais bien. Voilà. Et après, à côté de ça, comme toi Hugo, j'ai lu quelques interviews parce qu'il n'y a pas grand chose sur le net. Et puis ils ont l'air marrants, ils ont l'air pas prises de tête. Ils ont l'air très décomplexés. Ouais, ils ont l'air d'avoir juste envie de faire de la musique, j'apprécie vraiment ça. Et du coup, j'ai juste envie de dire aux auditeurs de Toy Boy d'écouter Center Desire et de pas nous écouter parler de Center Desire. Voilà. Très bien, bon, on va arrêter ici. Non, on peut présenter un petit extrait. Voilà, c'est donc vachement bien. Ouais. On va pas s'arrêter là parce que tout le monde attend l'avis de Camille. Attention. Non, mais oui, non seulement il faut écouter, mais je pense surtout qu'il faut les voir en concert parce que clairement c'est un album qui est vraiment sympa à écouter, mais ce groupe c'est des bêtes de scène, puis c'est vraiment pour ça qu'ils font de la musique, on sait que c'est ce qu'ils préfèrent. Donc voilà, je pense que cet album-là en concert ça doit être une grosse tuerie. Donc ne pas hésiter si vous avez l'occasion. Et sinon, alors moi il y a des choses qui m'ont plu, les gros riffs, les voix, tout ça, superbe. D'autres que j'ai moins aimé, par exemple l'espèce de petit sitar, un peu comme les Beatles, période chemin de Katmandou, je sais pas si vous voyez le... enfin bref. Qui m'a un peu saoulé, que je trouvais un peu de trop, un peu, je sais pas, ça faisait un peu référence, je sais pas. J'arrivais pas à me mettre dans une époque, enfin je sais pas si c'était un hommage justement aux Beatles ou... j'ai pas trop compris où il voulait en venir. Et puis j'ai pas méga aimé non plus la chanson éponyme Center Desire, que j'ai trouvé un peu épuisante parce que voilà, donc on est embarqué un peu dans une espèce de tornade et tout, donc je sais pas, j'ai trouvé ça un peu difficile à suivre. J'ai un problème pour suivre les albums apparemment. Aujourd'hui oui. Ouais. Mais voilà, mais sinon je trouve que la recette fonctionne. Après c'est un peu toujours la même chose, mais c'est que c'est efficace dans tous les cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Mais par exemple, quand t'as parlé des Beatles, c'était sur quel morceau, tu sais? C'était, c'est ça? Il y en a plusieurs au début. Est-ce que ça serait pas Drink, Dope and Débaucherie? Ouais. Je sens que Nathan a quelque chose à dire sur cette chanson de la débauche. Non, mais en fait, c'est surtout moi. non, mais en fait, parce que pour le morceau là, je me suis noté, commence un peu comme une chanson des Beatles, mais qui aurait pris une dose de drogue de trop. Ouais. Et, parce qu'effectivement, j'avais ressenti un peu ce côté-là.
Alors tu vois, tu parlais du titre éponyme Centaure Desire, Centaure Desire, je sais pas s'il faut le dire à la anglaise. Centaure Désir de Jean-Claude Satan. Mais par exemple, c'est un morceau que moi j'ai adoré parce qu'en fait ça m'a fait penser à un de mes groupes préférés qui s'appelle Sea of Thieves. Donc qui est un groupe qui est là depuis très longtemps, qui est mené par John Dwyer. En fait, c'est un groupe californien qui sortent 1000 albums par an. C'est un peu les potes de Ty Segall. C'est du rock garage, punk, psychédélique, etc. Et en fait, dans les voix aiguës, dans les voix un peu saturées, modifiées, etc., ou même dans la frénésie, en fait, ça m'a fait énormément penser à ça. Et une fois que j'avais ça en tête, j'ai trouvé qu'il y avait ça sur tous les morceaux, et forcément, J.C. Satan que j'aimais déjà beaucoup plus, eux qui me font penser à Sea of Thieves et à toute la scène un peu californienne du rock punk garage, ça pouvait que me plaire, et cet album est vraiment incroyable. Et pour les avoir vus en live, effectivement pas loin d'ici, parce qu'avant vous parliez de interview, et à un moment j'avais vu une interview où l'entête c'était en fait si en tant que groupe t'es pas meilleur sur scène que sur disque, en gros tu te fous de la gueule du public. On a lu la même. Ouais, c'est ça. Voilà. Et que et ça se ressent en fait. Déjà en fait sur disque on sent que ils se foutent pas de la gueule de leur public. Oui, tu sens qu'ils ont envie de se donner, c'est très intense en fait. C'est ça. Alors je sais pas en combien de temps ils l'ont enregistré, mais on sent une urgence, on sent vraiment que limite que ça a été fait d'une traite, limite, parce que mais en tout cas, oui, effectivement, faut les avoir revus en live, ça sonne encore mieux. Enfin, et surtout, on les voit se déchaîner, le chanteur qui est un peu complètement fou, la chanteuse, effectivement, qui est un peu dans ce côté un peu sexy aussi. Et quand un album arrive à être aussi bien sur scène que sur disque, parce que des fois, en fait, sur scène, ça peut sonner un peu plus live, forcément, un peu plus énergique, mais sur disque, un peu plus plat. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Par le live, ouais. Moi, j'aime bien la manière dont ils se décrivent à ce sujet, niveau son. Ils déclaraient, mais c'était à West France, tu peux faire de la pop avec des couilles gigantesques en susurrant au micro, la note est plutôt bourrine, mais la base est d'écrire un beau morceau et ça passe surtout par une belle mélodie. Et je trouve qu'on a vraiment toute l'essence de ce qu'ils font, quoi. Enfin, il y a une recherche, on va faire une belle ligne, une belle mélodie, mais ça n'empêche pas d'envoyer quand même plutôt pas mal et d'avoir quelque chose qui tabasse bien et qui du coup marche aussi très bien en live. Oui, voilà, c'est excuse-moi. Non, j'étais en train de me dire que là, ça y est, on est tous d'accord. Presque. D'où mon choix de parler de cet album en dernier, parce que je savais. Il est futé, Jonathan. Oui. Bon, ça n'a pas trop marché avec l'ordre que j'ai donné pour les autres albums, mais effectivement, si on reprend un peu ce que tu disais au niveau de l'extrait de l'interview, c'est que, en fait, c'est pas jouer fort pour jouer fort, et etc. On sent la recherche, on sent que, et surtout, en fait, une fois qu'on a écouté l'album, on n'a aucune envie, c'est d'aller le voir en live et d'aller écouter l'album, les revoir en live, etc. Et là, par exemple, c'est un album en plus qui est court, qui fait 40 minutes. Et là, par contre, parce que par exemple, c'est uniquement 4 minutes de plus que les Young Fathers. Après, c'est sûr, c'est pas le même style, etc. Mais là, il y a chaque morceau, il y a rien, aucune seconde à jeter. On sent vraiment qu'il y a toutes les idées, que c'est structuré, etc. Et ouais, c'est incroyable. Et je pense que vous avez bien compris que. Nathan et Anne. Et je pense que du coup, on a tout dit, du bien de. Écoutez, J.C. Satan, c'est bien. Et pour la 10 millième fois, allez les voir en live. Voilà. Bon, et bien, je pense qu'on a tout évoqué sur cet album. Cet épisode 2 touche à sa fin. Mais avant, je voulais vous demander à chacun une reco à faire à nos auditeurs. Ça peut être un album, un livre, un film, ce que vous voulez. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Marine, quelle ta reco, ça serait quoi? Moi, c'est un film, Marocco. C'est un film de 2017 qui s'appelle Moi, Tonya. C'est un biopic sur Tonya Harding. Alors, je sais pas si vous connaissez Tonya Harding. Est-ce que ça vous dit quelque chose là tout de suite? C'est une patineuse, non? Mais oui, c'est une patiseuse olympique américaine. Une pâtisseuse. Non, c'était donc une patineuse artistique olympique américaine. Enfin, c'était. Elle fait plus de patin, mais elle est pas morte pour autant. On la connaît surtout parce qu'elle a fait... Enfin, faut regarder le film. Elle a fait casser le genou de sa principale concurrente qui s'appelait Nancy Kerrigan. Donc ça sonne dramatique et horrible, mais en fait je me suis vraiment marrée en regardant ce film. Il casse pas mal de clichés et il essaye de genoux, ouais. Bah non mais justement en fait il essaye d'un petit peu de dire, de montrer le point de vue de Tonya sur le sujet.
Et parce que c'est vrai que on a toujours le point de vue de la victime. Et là, voilà, c'est assez intéressant la façon dont c'est tourné. J'ai pas d'affection particulière pour le patinage artistique. Honnêtement, j'en ai un petit peu rien à battre. Pour les genoux. Mais finalement, c'est plus un film sur la condition sociale et sur l'amour du sport. Et voilà. Et le personnage de Tonya, il est incarné par Margot Robbie, qui jouait dans Le Loup de Wall Street, et elle est carrément badass. Il faut voir ce film. Ça s'appelle Moi Tonya, c'est très bien. Ah, parfait. Et toi, Hugo? Alors moi j'avais une petite adresse d'un resto géorgien en Sibérie, je me suis dit que ça allait pas servir à grand monde. Mais enfin... Ça dépend. Parce qu'on a écouté des endroits que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être. Mais en tous les cas, non, je voulais parler plus d'un petit truc en rapport avec la musique. C'est une newsletter qui s'appelle Music Tips, qui est dérivée de la newsletter Art Tips, où en gros le but du jeu, c'est que selon la fréquence que vous choisissez, vous allez recevoir un peu des anecdotes sur de la musique. Ça peut être autant du classique que des choses très récentes, du XXe siècle, ou quelque chose qui est sorti la semaine dernière. Et ça permet d'en apprendre un peu plus sur des artistes connus, méconnus, des mélodies que vous avez déjà entendues, que vous ne connaissez pas, etc. Je trouve ça plutôt cool. Cool. Et ben parfait. Et toi, Camille? Ouais, alors moi je voulais vous recommander l'album du rappeur Douskawa qui est sorti en 2017. Enfin, tous ces albums d'ailleurs, ils sont tous bien. Mais en fait, voilà, c'est un mec, il a une voix très particulière, il a une façon de prononcer que c'est un peu mouillé, un peu comme Akhenaton de Hayam. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il mâchouille un peu ses mots, donc c'est un peu bizarre. Un peu comme Fa. Ouais, non, mais c'est un peu, voilà, donc c'est un peu agaçant au début, mais en fait, il faut pas s'arrêter à ça. C'est donc un rappeur qui mange des gâteaux. C'est un mec qui écrit très très bien ses textes, ils sont vraiment super beaux. Donc il y a beaucoup de références littéraires et mythologiques, et il y a beaucoup de jeux de mots, donc c'est très drôle. Il fait genre appelez-moi Magicien 12, tout ça, enfin voilà. J'aime bien. Et donc il est en concert bientôt aux environs de Metz, donc si vous nous écoutez de pas loin, et ben allez le voir. Et il est en concert avec le rappeur Davodka, pas Davodka, Davodka, qui est ça, moi c'est un peu moins mon truc, mais il a un phrasé pour le coup, et il débite, il a un débit assez incroyable, donc il faut écouter au moins pour ça, parce qu'il parle à une vitesse de dingue, voilà. Mais écoutez plutôt Douskawa parce que c'est mieux. Voilà. D'abord Douskawa. Douskawa, ça marche. Après vous allez écouter tous les albums, après Davodka. Voilà. Et toi, Nathan, t'as une reco pour nous? Oui, moi ça sera de la musique. J'en ai un peu parlé quand je parlais de Lucidacus, quand j'ai dit que ça me faisait un peu penser à Angel Olsen. Mm-hmm. Et du coup, ma reco, c'est tout Angel Olsen, en fait, toute sa discographie, mais surtout son album My Woman, qu'elle a sorti en 2016, qui continue de me hanter tellement cet album est sublime, magnifique, incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs albums de 2016, et cette femme est incroyable parce que du coup, si vous écoutez ses autres albums, c'est un peu plus folk, c'est un peu plus vraiment, comment dire, un peu moins rock, un peu moins puissant. Alors que là, sur My Woman, elle est passée beaucoup plus à l'électrique. On sent qu'elle avait au niveau de la confiance, qu'elle était en pleine confiance quand elle a fait ça. C'est un album qui s'appelle donc My Woman, donc forcément féministe, etc. Enfin, incroyable. Une vraie célébration de son talent. Et qui a écrit je pense, une des meilleurs morceaux des années 2010, voire du monde, qui s'appelle Not Gonna Kill You, qui est incroyable, qui commence, on a l'impression qu'elle chante un peu sur un air plaintif, et puis ça finit en fracas électrique, de guitare, etc. Enfin, on a envie de pleurer, de la prendre dans les bras tellement que c'est beau. Oh. Et, Angel Olsen, voilà. En plus, elle est très jolie, donc on a vraiment envie de la prendre dans les bras, je trouve. Ah, mais c'est Bale complètement, Angel Olsen, du coup, voilà. on a un Nathan très passionné aujourd'hui, c'est bien. Complètement. C'est ça, tout à fait. C'est le retour du soleil, température un peu plus douce. Terrasse, la bière, tout à fait. Et ben c'est tout pour les recours. On remercie Corail à la régie et le puzzle à Thionville de nous accueillir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 2. On espère toujours que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes en ligne. Là, on est en train de voir pour poster encore plus sur Apple Podcast et tout ça, mais ça se trouve quand vous écoutez le podcast, on sera déjà dessus, et du coup, ça sera trop bien. Et du coup, c'est tout pour nous. On vous dit à la prochaine fois. Salut!